Des lois qui font date à l'image de celle du 10 mai 2001. Ce jour-là, les parlementaires votent à l'unanimité un texte porté par Christiane Taubira. La France devient alors le premier pays dans le monde à reconnaître la traite et l'esclavage comme crime contre l'humanité. Bonjour à vous, Christiane Taubira. Merci d'avoir Bonjour accepté madame. l'invitation de France 24. Vous avez été ministre de la Justice, garde des Sceaux. C'est à vous, je le disais, que nous devons cette loi. Revenons d'abord, si vous le voulez bien, sur cette séquence. Vous êtes à l'époque député de Guyane. Nous sommes le 18 février 99. On va revoir les images, elles vont s'afficher à l'écran. À l'occasion des débats à l'Assemblée nationale, vous prononcez un discours fort, vibrant. Vous ne lisez aucune note à ce moment-là. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Qu'est-ce qui vous a traversé au moment de prononcer ces mots? Alors cela faisait quand même 6 mois que je travaillais sur ce texte, puisque avant qu'un texte ne soit programmé en débat public, il est travaillé en commission. Et c'est une époque où les propositions de loi n'aboutissaient guère, parce que c'est seulement en 2003 qu'une réforme constitutionnelle a ouvert des espaces pour des initiatives parlementaires. C'était donc une bataille très rude, parce que le sujet est d'une extrême violence, il est d'une forte intensité, et que la plupart des parlementaires, comme moi-même, n'avaient pas appris cette histoire à l'école, et certains d'entre eux, de bonne foi, étaient pétris de préjugés. Et donc c'était une période extrêmement difficile, une période pendant laquelle je me suis imposée, moi, d'être irréprochable. Et donc, pendant laquelle j'ai replongé dans cette histoire pour être au fait du meilleur niveau de la recherche. Et donc, lorsque je monte à la tribune, j'ai ces 6 mois de travail, d'immersion dans cette histoire violente, de préparation avec d'autres parlementaires. Et en plus, je m'étais fait une double entorse. Donc, je monte en souffrance affective, nerveuse, physique, mais avec la conscience que je porte une initiative extrêmement lourde, lourde de conséquences au-delà de moi-même, au-delà de celles et ceux qui travaillent avec moi. Et c'est peut-être ça l'état d'esprit. Je dis peut-être parce que je ne me suis pas retournée sur moi-même à ce moment-là. Et vous aviez fait une chute dans l'escalier du métro juste avant d'arriver ce jour-là. Vous aviez fait aussi un parallèle dans un documentaire vers lequel je renvoie, d'ailleurs, diffusé par nos confrères de France Télévisions. Vous parlez de cette douleur dans votre corps à ce moment-là, mais ça vous amène à cette histoire de corps capturé, entravé, enchaîné, fouetté, mutilé, décapité, enterré vivant. Vous aviez parlé d'abomination. Ce sont des mots très forts que vous avez prononcés, à la hauteur aussi de ce discours et de la loi que vous avez portée. C'était nécessaire d'utiliser ces termes-là? Absolument à la hauteur de l'histoire, de la réalité de ces personnes. Il faut imaginer des individualités, des hommes, des femmes, des enfants capturés, entravés dans des cales de bateaux négriers, jetés à la mer parfois, qui se jetaient à la mer par désespoir. Ces personnes qui arrivent dans les Caraïbes, les Amériques, dans l'océan Indien et qui sont vendues dans des marchés aux esclaves. Ces personnes dont le sang est régi par le code noir qui dit que ce sont des biens meubles. Donc il faut imaginer 4 siècles où des individualités, des personnes qui ont conservé leur intelligence, qui ont conservé leur sensibilité, qui ont conservé leurs espoirs, ces personnes-là vivent ces vies-là. Donc ce sont des résistances, évidemment, comme réaction, toutes sortes de formes de résistance. Et c'est cela que j'essaie de restituer, mais petitement, petitement. C'est pour ça que ce crime est irréparable, parce qu'on ne peut pas réparer ces personnes-là. Heureusement que pour la plupart, elles se sont réparées elles-mêmes. On va revenir à la réparation dans un instant. Je voudrais qu'on s'arrête sur le vote en lui-même. Cette loi elle a été adoptée à l'unanimité, mais l'article 2, Christiane Taubira avait posé problème à cette époque-là. En quoi cet article était dérangeant et aussi, est-ce que vous avez été tout au long de ce combat, d'une certaine manière aussi entravé, intimidé, contrarié dans ce que vous cherchez à imposer? Alors, incontestablement, il y a eu des moments extrêmement difficiles avec les hauts fonctionnaires qui représentaient leurs ministres, parce que, alors je rappelle que c'était quand même sous Jospin, c'était une législature Jospin, c'était une législature de gauche plurielle, une législature de parlementaires plutôt ouverts, où la gauche, avec ses idéaux, était massivement représentée à l'Assemblée nationale. Et cependant, il y a des mots qui ont posé problème. Le mot déportation a posé problème et a donné lieu à des discussions sans fin avec le gouvernement à l'époque. Le fait que moi j'avais écrit dans ma proposition de loi que cette traite et cet esclavage pratiqués par les puissances européennes à partir du XVe siècle
Et le gouvernement m'a répondu, mais la France ne peut pas mettre en cause ses alliés européens, nous sommes ensemble dans l'Union européenne. Sauf que la réalité de l'histoire, c'est que les puissances européennes ont pratiqué, solidairement ou conflictuellement entre elles, ont pratiqué la traite et l'esclavage pendant 4 siècles. Donc ça a été effectivement un combat très très difficile, parce que c'était aussi un combat interne. Le combat externe, je le conçois, les fulminations de certains députés de droite ou de droite dure, de droite très conservatrice, je les concevais sans la moindre difficulté. Les difficultés avec le gouvernement étaient quand même un peu plus difficiles à entendre. Ceci étant, je comprenais aussi que j'arrivais, j'ouvrais les portes, j'ouvrais grand les portes, les fenêtres, les corridors, les couloirs, j'ouvrais tout grand, je disais tout, je prenais des références dans l'histoire, je donnais des chiffres, je donnais les noms de lieux, je donnais les textes juridiques, je donnais les noms de celles et ceux qui ont marronné, qui ont résisté, je donnais les noms de celles et ceux qui, abolitionnistes dans leurs pays européens, ont protesté. Donc voilà, ça ouvrait tout, et évidemment, ça faisait peut-être une arrivée d'air qui était brutale pour tout ce monde-là. Et quand je parlais aussi de l'article 2, Christiane Taubira, qui établit donc l'enseignement de cette histoire-là, est-ce qu'aujourd'hui, cette histoire, elle est enseignée comme elle doit l'être? Est-ce qu'on est à la hauteur? Alors, incontestablement, dans les 5 premières années qui ont suivi la loi, l'adoption de la loi, il y a eu un contrôle d'une inspection académique, en tout cas d'un collège d'inspection académique, à assurer un contrôle sur l'application de cet article 2. Donc, l'article 2, c'est sur l'enseignement à tous les niveaux de programmes scolaires, c'est sur la recherche, et depuis plus de 21 ans maintenant, il est attribué tous les ans un prix de thèse. Donc, la loi a permis la relance très, très dynamique de la recherche, et ça, c'est grâce à des étudiantes et des étudiants qui m'ont alerté en me disant qu'ils ne parvenaient pas à trouver des directeurs de thèse sur de tels sujets. Donc, aujourd'hui, nous sommes à plus de 21 ans de prix de thèse. Donc, ça fait au moins une 60aine de thèses, et certainement plus, puisque je ne sais pas exactement combien de thèses. L'année dernière, par exemple, 2 prix ont été décernés. La flamme de l'égalité est décernée également tous les ans le 10 mai, ce qui permet à des écoles d'être récompensées. Donc ça, c'est incontestablement une avancée. Après, il faut la mesurer, il faut voir l'état des manuels scolaires. La recherche est relancée, elle fournit du matériau, il est possible d'actualiser les manuels scolaires. Ceci étant, nous savons qu'il y a des résistances. Enfin, résistance est un trop joli mot. Par exemple, aujourd'hui, dans la ville de Vierzon, qui est passée sous municipalité Front National, Rassemblement National, la commémoration a été annulée. Oui. Elle a été annulée. Pour des raisons de budget invoquées. J'allais venir justement, voilà, et c'est une question de budget qui a été invoquée. Comment vous le voyez, ça? Vous parlez de résistance, c'est au-delà de ça? Non, c'est insensé. Le prétexte budgétaire, soit ce sont des ânes qui croient que pour gérer un budget, il suffit de barrer des lignes, soit ce sont des personnes qui ont des capacités de gestion et de prospection et qui sont capables d'arbitrer entre des dépenses. Donc, et même éventuellement d'être capable de trouver de nouvelles recettes. Donc, c'est un prétexte, il est misérable, il est minable ce prétexte, parce que ça veut dire qu'en plus, c'est un maire qui n'est même pas en capacité d'assumer, qui ne veut pas affronter cette histoire. Il n'est même pas en capacité psychologique, philosophique et politique d'assumer cette histoire. Alors c'est triste que ça se passe à Vierzon. Vierzon est une jolie ville connue pour sa porcelaine, pour ses eaux, pour ce grand Claude Nougaro, très grand amateur de jazz, qui vient très directement et profondément de cette histoire de la traite et de l'esclavage. C'est aussi une ville où vit une nièce d'Aimé Césaire, l'immense Aimé Césaire. Donc c'est triste que ça arrive à Vierzon, mais en tout cas, ça a la vertu de nous montrer à quel point les affrontements idéologiques sont réels et que l'extrême droite française, et comme toutes les autres extrêmes droites européennes, américaines, sud-américaines, c'est une extrême droite totalitaire qui prend des décisions arbitraires et qui ne se préoccupe pas du bien-être du peuple. Donc 25 ans tout de même après cette loi que vous avez portée, ce processus que vous avez ouvert, il y a matière à s'inquiéter quand on regarde la décision prise aujourd'hui à Vierzon. Ça aurait pu concerner une autre commune?
Oui, sans aucun doute. Alors, nous avons connu sur ces 25 années, nous avons connu des va-et-vient, y compris au niveau du gouvernement. Le président Sarkozy, pendant 2 années, s'est affranchi de présider la cérémonie. Il s'est fait remplacer par le Premier ministre. Monsieur Macron, le président Macron, l'a fait également une année. C'est Madame Borne qui a présidé la cérémonie. Donc, il y a ces espèces d'esquives, il y a ces va-et-vient, il y a ces obstructions qui sont faites, mais c'est inévitable, c'est un sujet majeur. Il est majeur et il convoque des choses terribles. Il convoque 4 siècles de violence des puissances européennes. Il convoque une remodélisation du monde sur 3 continents. Il convoque des entourloupes en fait, parce que pendant la décennie la plus importante du siècle des Lumières, c'est la décennie où le trafic négrier a été aussi le plus élevé. Il convoque la loyauté de la conscience européenne, des élites européennes vis-à-vis de ces grands principes et de ces grandes valeurs qui sont incontestablement valables, hein, sur l'universalisme, l'universalité, les Lumières, la liberté, la raison critique, l'autonomie, l'émancipation individuelle. Toutes ces grandes vertus, toutes ces grandes valeurs sont remises en cause. Elles sont percutées par la réalité économique de la même époque. C'est à la même époque qu'on pensait cela dans les Lumières et qu'on pensait les doctrines racialistes et racistes. C'est contemporain. Donc forcément, aujourd'hui aussi, nous sommes confrontés à cette contradiction et les personnes qui sont de bonne foi, que ce soit des dirigeants, que ce soit les élites, que ce soit les personnes ou les personnalités, les personnes de bonne foi, savent qu'il faut que nous arrivions à nous débrouiller avec ces contradictions. Et puis d'autres s'accrochent désespérément à une nostalgie d'un continent qui s'est proclamé éclaireur du monde, qui s'est proclamé race supérieure, qui s'est proclamé autorisé à disposer des terres que le grand Dieu a mis, le maître de l'universel a mis entre les mains de peuples ignorants. Il faut se débrouiller avec ça. Et moi, je trouve ça absolument passionnant de vivre une époque où nous sommes confrontés à ces grands défis qui sont intellectuels, qui sont éthiques et qui sont tout simplement vitaux. Et je voudrais savoir, Christiane Taubira, comment est-ce que vous avez regardé les attaques racistes il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, qui ont visé des élus de la République. On pense notamment au maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko. Comment est-ce que vous avez vu, lu, reçu ces attaques-là? Alors j'avais moi-même été confrontée à des attaques, donc je connais cette violence-là. Je savais, j'ai lu suffisamment de choses pour savoir que Aimé Césaire, dans les années 40, a été traité de singe. Donc voilà, ça fait des générations qui sont tellement traumatisées par le fait de constater que des personnes à la peau non blanche, puisqu'en fait la référence c'est cela, alors que c'est une invention, hein, c'est une invention de cette époque de la traite et de l'esclavage. Le blanc est une invention comme le noir, le nègre sont des inventions. Donc, on voit qu'aujourd'hui encore, malgré la circulation des savoirs, des connaissances, malgré toute la créativité artistique, malgré les littératures, le cinéma, toutes les formes d'expression qui montrent à quel point le monde est riche, le monde est divers et que l'universalité ne se conçoit qu'en englobant ce que Édouard Glissant appelait le tout-monde, c'est-à-dire chaque petite partie du monde appartient au monde. Il y a encore des personnes qui, d'une part, sont absolument tétanisées de voir des intelligences de personnes, les intelligences, l'audace, le courage, l'imagination, la joie de vivre de personnes non blanches. Pourquoi ça les tétanise? Et pourquoi ça les tétanise? Ça fait des générations que ce sont des singes. Je vous en prie, vous dites que ça les tétanise justement de voir des personnes non blanches briller voilà, par leur parcours, leur connaissance, leur savoir, tout ce qu'ils ont apporté et transmettre. Pourquoi ça terrifie? Alors d'abord parce que ces personnes sont enfermées dans des schémas. Les blancs non plus n'existent pas. C'est-à-dire que l'humanité est diverse. L'humanité est diverse. Je dis souvent, moi, pour m'amuser, moi, j'ai jamais vu une personne blanche. J'ai vu des peaux rosées, j'ai vu des peaux beiges, j'ai vu des peaux d'albâtre. Oui, ça arrive très, très rarement. Mais bon, voilà. Donc, le blanc même est un concept. C'est un concept d'une idéologie de domination. Et c'est un concept qui enferme aussi.
comme tous les concepts qui sont des inventions, des créations pour essayer de comprendre le monde, parfois de bonne foi, pour essayer d'analyser. L'anthropologie a utilisé aussi la couleur, la morphologie, etc. Donc, on peut essayer de décrire les personnes physiquement. Il y a des phénotypes dans le monde. On peut essayer de décrire les personnes et éventuellement donner des concepts. Mais on ne peut pas enfermer les personnes. Et donc, même les Blancs sont enfermés dans ce concept de blanc. Et ce sont des personnes qui n'arrivent pas à en sortir, qui sont dans des espèces de batailles rangées, qui les mettent d'un côté de la barrière avec toutes sortes de personnes qui d'apparence leur ressemblent, mais qui n'ont pas forcément la même religion, n'ont pas le même accent, n'ont pas la même vision de la vie, n'ont pas la même philosophie, n'ont pas le même rapport aux autres, etc. Mais avec l'artifice de la couleur, prétendre faire un ensemble et puis renvoie en face un autre ensemble avec le même artifice de la couleur. Donc moi, je crois à l'intelligence, je crois à la connaissance, je crois à la combativité politique, je crois à l'éthique, et je sais que ce sont des batailles qui vont encore se mener sur des générations. Je ne suis pas désespérée d'avoir à les mener. Je vois la jeune génération qui vient, je vois qu'il y a des personnes en capacité de mener ces batailles-là, et de toute façon, je sais que l'intelligence finit toujours par l'emporter sur la bêtise crasse. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup, Christiane Taubira. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions sur France 24.